L'affaire Sitaran. Cette série de cambriolages et de meurtres sanglants perpétrés au début du XXe siècle sur l'île de la Réunion aura marqué très profondément la mémoire populaire, à tel point que son angoisse persiste aujourd'hui encore, sous forme de croyances superstitieuses. C'est vrai qu'il y avait, et en particulier dans certains coins de la Réunion, des espèces d'histoires comme ça, de contes qui couraient sur des personnages dont on n'avait jamais vu la trace, mais qui restaient dans l'imaginaire. Et en particulier, les condamnés étaient des gens qui, disait-on à l'époque, étaient là et attendaient que les gens passent pour les attaquer, pour les tuer. Et on disait même que ça allait jusque-là, pour boire leur sang. Sitaran, c'était celui qui nous faisait peur. C'était aussi, dans cet esprit créole de d'autrefois, le caf, le noir, l'africain, le danger. Mon grand-père a vécu avec Sitaran. Il a vu quand Sitaran était guillotiné dans la prison Saint-Pierre. On a oublié les faits odieux qu'il a commis. Si on pose la question aujourd'hui à des Réunionnais, finalement Sitaran, qu'est-ce qu'il a fait? On vous dira, il a tué. C'est plus Sitaran avec son histoire. Bien sûr, on sait qu'il a été criminel, etc. Mais ça devient autre chose. Ça devient un objet du monde créole. La preuve, c'est que Sitaran est considéré par certains comme un sorcier, dangereux, et par d'autres comme un saint. Ça veut dire que notre peuple a fait d'un homme une espèce de déité et en même temps une espèce de diable qui coexiste donc dans le même personnage. Entre 1908 et 1910, un groupe de bandits, qui reçut le surnom de Bande Rouge, submergea l'île de la Réunion sous les vagues d'une terreur inédite. Leurs crimes furent tous commis dans une oppressante atmosphère de sorcellerie. Bien, en 1910, la Réunion est une colonie, déjà. Il faut le savoir. Et cette colonie, depuis 1863, est en crise. On part d'une crise économique qui s'amorce petit à petit, en fait, dans les années 1870-1880, qui va se doubler d'une crise agraire et qui amène la Réunion, en fait, d'une période de marasme. On est dans un contexte d'extrême pauvreté. La misère est effroyable, qui touche les descendants d'esclaves, les engagés indiens et les petits créoles dits blancs. C'était une société rurale avec énormément d'habitations, comme on dit. Un habitat donc très dispersé et qui était favorable au développement du banditisme. Voler des cannes à sucre, voler du maïs, voler le voisin est une nécessité pour vivre, parce qu'on est dans une situation presque de famine. Par contre, les vols sont extrêmement punis, sévèrement punis, et ça remonte à l'histoire de l'esclavage, où déjà voler une poule, un canard, pouvait emmener la personne aux assises. À
quoi ressemblent les bandits à l'époque de Citaran? Ce sont bien souvent des miséreux, des marginaux vivant à l'écart des villes et dans les faubourgs, des individus que la société coloniale n'a pas pu ou n'a pas su intégrer. On y retrouve des vagabonds, des engagés en rupture de contrat. Mais il peut s'agir aussi de personnes au-dessus de tout soupçon, d'hommes a priori honnêtes et travailleurs, mais que la dureté et les circonstances de la vie auront poussé vers l'illégalité. Les cambriolages, au départ, certainement c'est la faim qui devait exister dans les campagnes. La Réunion du début du XXe siècle n'était pas... les campagnes, tout au moins, n'étaient pas heureuses à vivre. La Réunion était très pauvre à cette époque et il y avait ceux dont les greniers étaient pleins de nourriture, de riz, de blé, de café et d'autres choses, d'alcool également. Donc c'était cette motivation-là, manger et de quoi nourrir sa famille. Et puis bien sûr tous ceux qui se sont retrouvés autour de la bande à Citaran. L'année 1908 voit donc l'émergence de la redoutable Bande rouge. Le contexte y est propice, et l'initiative en revient sans doute à un certain Pierre-Élie Calandrin, que l'on surnomme Saint-Ange. Cet homme réussit à fédérer autour de lui un groupe d'individus particulièrement soumis à son autorité. Ces bandits ne vont pas tarder à faire régner une ère d'angoisse et d'épouvante sur la terre créole. L'écho de leurs actes terrifiants traversera tout le siècle. Le chef de bande, c'est Pierre-Élie Calandrin, qui se faisait appeler Saint-Ange, et même parfois Saint-Ange gardien. Emmanuel Fontaine, lui, était un peu plus jeune. C'était un menuisier. Et il aura l'occasion de mettre ses talents à exécution pour le plus grand profit de Calandrin. Mais si ces trois hommes décident ainsi de franchir ensemble la ligne jaune qui les sépare de l'existence malhonnête, c'est bien parce qu'ils se connaissent depuis un certain temps déjà. Des liens d'amitié et même des liens familiaux se sont tissés entre eux. Au centre de ce trio, Citaran fait office de point de convergence. C'est lui qui fait le lien entre les deux autres. Alors, qui est-il? Qui est Citaran? C'est un engagé africain qui perce pratiquement son identité à partir de l'Afrique et qui arrive ici, qui est complètement déstructuré, vidé de ses repères et qui va se retrouver sur une grande propriété, la propriété Morange. Et cet homme se retrouve dans un contexte extrêmement difficile où il y a un commandeur, comme au temps de l'esclavage, et il va vivre dans ce contexte discipliné qui est totalement différent de ce qu'il a connu dans son pays. Ces Mozambicains font partie justement du dernier lot d'Africains qui sont partis du Mozambique engagés pour un contrat de 3 ans. Mais en réalité, dans la pratique, ils sont considérés par les engagistes et par la population créole, ils sont considérés comme de nouveaux esclaves. Il est arrivé ici où il a été mis, pour son plus grand malheur, sur les terres de Cambourg, dans les hauteurs de Saint-Benoît. C'est-à-dire une région pluvieuse, humide, alors que lui venait des terres désolées, brûlées du Mozambique. Lorsqu'il arrive à La Réunion, il est cadré en fait par un système qui est le contrat d'engagisme. Alors ce livret d'engagé tient lieu de pièces d'identité, de contrats de travail, de permis de circuler quelquefois. Ces engagés avaient été engagés pour un contrat de 3 ans. Donc au bout de 3 ans, la plupart repartent. Sauf Citaran et un certain nombre, pas beaucoup, 5%, même moins, qui restent. Et donc ils se retrouvent presque dans un état de clandestinité pour la population et pour les autorités locales, sauf s'ils se réengagent. Et lui, il ne se réengage pas.
Cette rupture volontaire de son contrat d'engagé le met aussitôt en situation illégale et le rend passible du délit de vagabondage. Il décide alors de troquer le nom sous lequel il s'est fait enregistrer, Simikunza Simikurba, pour prendre celui de Sitaran. Ainsi commence pour lui une nouvelle vie. La colonie manquant de bras, Sitaran retrouve très vite du travail, cette fois du côté de Saint-Paul, auprès de la famille Chabrier. Il leur donnera satisfaction 4 années durant. Puis, c'est à Vubel qu'il accepte un emploi de charretier, avant de se retrouver, vers 1906, dans le sud de l'île, sur l'habitation La Cafrine, non loin de Grand-Bois. C'est sans doute à partir de cette date qu'il se met à fréquenter régulièrement un étrange vendeur de tisanes, à la réputation de sorcier. Un individu répondant au nom de Pierre-Élie Calandrin, mais que tout le monde a pris l'habitude de surnommer Saint-Ange Gardien. Saint-Ange étant, en vérité, le prénom de son père. Ce tisaneur décide de prendre Sitaran sous son aile et devient vite pour lui une sorte d'ami protecteur. Saint-Ange fait preuve de toute sa force de persuasion et réussit à convaincre Sitaran de quitter ses fonctions chez les gros blancs de la Cafrine. Son argument est le suivant. Il prétend pouvoir lui obtenir un meilleur métier s'il le suit du côté du tampon. Et il va tenir sa promesse. Sitaran accepte et se voit offrir, comme prévu, un emploi de commandeur sur les terres du vieux Romain Waro. Calandrin, bon, on a dit, il devait sûrement aussi avoir un pouvoir psychique extraordinaire. Parce que on ne comprend pas comment Sitaran a pu changer comme ça du jour au lendemain. Et il a changé quand il a rencontré Calandrin. Donc, il a dû se faire tisaner par Calandrin, et en plus, Calandrin a totalement investi son esprit à lui-même. À tort ou à raison, il se trouve accusé quelque temps plus tard de puiser dans la récolte de café. Sitaran, passé de la réputation de bon travailleur à celle de voleur, est forcé à la démission. Heureusement, Marie-Cédrine, sa concubine, lui offre le logis. Elle est la mère d'une jeune femme surnommée Bébé, qui vit avec un menuisier du nom d'Emmanuel Fontaine. Fontaine, ce qui est extraordinaire, justement, de par les petits métiers qu'il fait chez l'un, chez l'autre, et bien sûr chez les gens quand même qui ont assez d'argent pour pouvoir le payer. Et Fontaine, c'est ce qui existe dans telle maison. Emmanuel Fontaine est connu pour être un excellent menuisier. Il travaille chez monsieur Alexandre Lebon, à qui il va commencer à dérober certains outils. Tout le monde dans la région sait combien Saint-Ange est un grand tisaneur. Il connaît tant de remèdes pour guérir les maladies. Mais des gens prétendent aussi qu'il pratique la sorcellerie dans son repère. Et très tôt, en fait, il va comprendre qu'il pourra tirer profit de ses croyances, de ce plongeon, si je puis dire, dans le monde de la superstition. Il disait qu'il nettoyait la maison, et même la cour. Parce que les ennemis auraient pu mettre quelque chose, un maléfice. Alors c'est comme ça qu'il gagnait de la popularité. Et comme la tisane à Saint-Ange était bonne, quelquefois une simple grippe, une simple fièvre, le type était guéri. Et évidemment, c'était à l'honneur de Saint-Ange. L'influence de Saint-Ange grandit chaque jour sur ses complices. Bientôt découleront de cette emprise
les crimes les plus abominables jamais commis dans la colonie. Les méfaits de la bande à Calandrin et Citaran ont été très délimités géographiquement. Ça allait de l'étang Salé, Saint-Louis, Saint-Pierre, le Tampon et un petit peu la rivière. Disons dans le souvenir qu'ont gardé les Réunionnais, et de par peut-être aussi le côté exécrable des crimes, ils avaient l'impression que les buveurs de sang, le groupe de criminels, en fait, exerçaient leur activité, leur délit, leur forfait sur l'ensemble de l'île. Il y avait un groupe qui se réunissaient justement dans la grotte de l'Achatoire, où ils y mettaient les bijoux, les vêtements volés, la nourriture, et tout le butin finalement qui se retrouvait dans cette grotte de l'Achatoire. C'est dans le sud, véritablement, que Calandrin, à ce moment-là, a mis au point tout son système de cambriolage très précis. C'est Emmanuel Fontaine qui est entré en jeu avec un Villebrequin. Saint-Ange, lui, il a déjà préparé un morceau de viande, volaille ou autre empoisonné qu'il donne aux chiens. Il perçait des trous dans la porte, près de la bascule. Ensuite, dans les différents trous, on passait une lame de scie et, en passant la main à travers le trou, on débasculait l'ouverture. Dès les premiers temps, certaines circonstances de ces crimes apparaissent réellement incompréhensibles. Personne n'arrive à s'expliquer ce détail stupéfiant. Les vols sont commis la plupart du temps alors même que les propriétaires dorment dans la maison. Comment dès lors se fait-il qu'aucun d'entre eux ne se réveille au bruit que font les bandits? Alors là, il était simple, lui. Sans prendre un couteau, sans prendre rien. Il prend seulement un petit peu de sonde. Il avait tout le temps dans sa poche. Avec un petit baguette magique, il ne soufflait pas autour de rien dans la maison. C'était une prude du jaune comme le safran. Quand il soufflait ça dans la maison des gens, il paraît que ça endormait tout le monde. Tout le monde y endort. Il avait la connaissance d'une poudre qui venait finalement d'un arbre très connu à La Réunion, le nom français datura, mais moi je l'appelle toujours citrimouillonne. Citrimouillonne, c'est donc une plante dont les fleurs et les fruits peuvent, si ils ont été grillés et ensuite réduits en poudre, peuvent tout simplement endormir les gens et d'un sommeil extrêmement profond. À cette époque-là, beaucoup de gens croyaient en les invisibles. Et on disait que quelqu'un pouvait se rendre facilement invisible en prenant par exemple un livre comme Le Petit Albert et en se rendant dans un carrefour. Ici, on dit plutôt un croisé-chemin. Et dans ce croisé-chemin-là, il suffisait de faire des prières, d'allumer des bougies, de faire des offrandes, en fait, pour, à un moment donné, se retrouver invisible. Il arrivait finalement à convaincre absolument ses complices qu'il pouvait devenir invisible et entrer donc dans n'importe quelle maison, etc., et faire n'importe quoi. Il y a eu des pratiques sorcières à la croisée des chemins, organisées par Saint-Ange, avec la bougie, le camphre, le citron galé, le jeu de cartes, etc. Saint-Ange, lui, il fait ce qu'il a à faire au niveau des pratiques sorcières. Il faut quand même, d'après ce qu'il dit, avant d'attaquer une maison, qu'il ouvre la voie à la bande, que le chemin soit ouvert, qu'il n'y ait pas d'obstacle, de piège, ni avant, ni pendant, ni après. Donc ça, c'est son rôle en tant que sorcier, guérisseur, tisonneur, désenvoûteur, tout ce que vous voulez. Et il le fait bien.
les cambriolages se sont très vite multipliés. Il y en a eu partout et il y en a eu tout le temps. Et des cambriolages, les gens se réveillaient le matin la tête lourde avec cette poudre jaune et la maison était vide. Cette succession de cambriolages fait s'étendre une vague de peur et de paranoïa à travers toute la région sud de l'île. On guette la moindre intrusion. En guise d'alarme, les propriétaires placent des verres en équilibre instable sur les balustrades, les bascules des portes et les perrons de leur maison. Une prophétesse du nom de Madame de Thèbes avait prédit que 1909 serait une année rouge. Force est de la croire. Cette année-là verra le sang couler dans le sud et la terreur du peuple réunionnais atteindre son point culminant. Quelque chose semble avoir changé chez ces bandits. La nature de leurs actes s'apprête à prendre une tournure bien différente. Cette simple propension au vol va se transformer bientôt, dans les profondeurs de leur âme, en quelque chose de plus sombre et de plus terrifiant. S'ils s'étaient contentés de continuer à cambrioler, ça aurait été un moindre mal. Mais, alors, ils ont versé dans l'atroce, dans l'horrible, et évidemment, le meurtre de Deltel, alors là, ça a été le déclenchement, mais de ce qu'on peut appeler une peur panique, une peur viscérale qui s'est installée dans tout le Sud. La veille de l'assassinat d'Hervé Deltel, Julia Ibon rend visite à l'épouse d'Alexandre Lebon. Tout en travaillant, Fontaine prête l'oreille à la conversation que se tiennent les deux femmes. Elle parle de Deltel et évoque le fait qu'il conserve actuellement beaucoup d'économies chez lui, en prévision de son mariage. Il s'apprêtait à se marier, le pauvre. Donc, forcément, on savait qu'il avait dû engranger des provisions, du vin, enfin toutes sortes de choses, de bonnes choses, et de l'argent, bien entendu, en prévision du mariage. Saint-Ange a montré à Citaran où il fallait frapper. Les bandits dérobent ce soir-là 2 pistolets à Hervé Deltel, ainsi que sa montre en or. Saint-Ange, lui, prélève quelques fioles de sang sur sa victime en vue de ces cérémonies maléfiques. Le lendemain de l'attaque de la maison de Deltel, soit le 20 mars 1909, l'effraction est découverte et l'alerte est donnée. Les cambrioleurs ont commis un meurtre sanglant qui va immédiatement déclencher l'horreur de la population locale. Dans le même temps, Charles Roussel, beau-frère d'Hervé Deltel, fait paraître dans la presse un avis de récompense de 1500 francs pour toute personne qui permettra de capturer les assassins. La chasse est lancée. Saint-Ange faisait boire à ses complices une potion appelée sirop le mort ou sirop de cadavre. Il mélangeait dans un récipient des écorces râpées, des plantes, une cuillère de miel, un peu d'eau bénite et 7 cuillères de sang d'un cabri noir. De meurtre en meurtre, meurtre réussi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la police et les gendarmes ne parvenaient pas à mettre la main sur les criminels. Donc ça encourage dans le crime. Et il est venu à l'idée de Saint-Ange de remplacer le sang d'un cabri noir par le sang humain. Il est arrivé jusqu'à faire prendre une boisson à Citaran et à Fontaine, une boisson qui était composée de sang humain. Et cette boisson pouvait, en tout cas, on peut le croire aujourd'hui, pouvait avoir un tel pouvoir sur ces gens-là
que finalement, ils étaient prêts à faire n'importe quoi. L'une des hypothèses serait donc que le sorcier Saint-Ange aurait fait tuer Hervé d'Eltel ce soir-là parce qu'il avait besoin de sang. Il avait besoin du sang d'un homme décédé dans la souffrance afin de l'incorporer à son sirop-le-mort. Ce détail de l'affaire, détail pour le moins terrifiant, vaudra à cette horde de bandits un surnom immortel. Celui de buveur de sang. Nous sommes au début du mois d'août 1909. Cette fois, c'est Saint-Ange qui a repéré une proie idéale en la personne de Lucien Robert, un instituteur des Hauts-de-Saint-Pierre. Ce dernier, dans la boutique de Jean-Baptiste Hoireau à la rivière Saint-Louis, se montre peu discret et annonce à qui veut l'entendre l'héritage anticipé qu'il a reçu de la part de son beau-père. Saint-Ange décide sans tarder d'une nouvelle expédition criminelle. Dans la nuit du 10 août 1909, la bande rouge passe à l'attaque. Eh bien, un matin, les gens n'ont pas vu les élèves qui étaient à l'école. Ils ne voyaient pas aussi leur maître arriver. Alors ils continuent à jouer dans la cour. Lorsque quelqu'un est arrivé, il leur a dit « Rentrez dans la classe. Quelqu'un viendra s'occuper de vous. » Et là, on leur a annoncé que M. Robert avait été tué. Madame Robert attendait un enfant, elle était déjà à son 7e mois de grossesse. 7e ou 8e. L'épouse Robert, comme ça arrive bien souvent, dormait bien sûr dans le même lit que Lucien, mais le visage tourné vers la cloison. Et non seulement elle avait le visage tourné vers la cloison, elle avait le drap sur le visage. Et la malheureuse femme, je dis la malheureuse femme, par rapport à ce qui va suivre, la malheureuse femme n'a pas respiré la poudre jaune. Là encore, c'est Calandrin qui a montré à Citaran où il fallait frapper. Il a frappé d'abord le mari, il l'a tué. Et on sait qu'ensuite, il a tué la femme en second lieu, parce qu'il y a eu des détails qui ont été rapportés, notamment qu'elle avait eu des fractures sur les doigts. Alors, pourquoi ces fractures? Est-ce qu'elle s'était protégée? Si on dit c'est parce qu'elle voulait se signer avant de mourir. Non. L'explication la plus plausible, c'est qu'elle a essayé de se protéger. Là où ça devient encore plus atroce, infâme, c'est que une fois qu'elle a été morte, Calandrin a violé son cadavre, en disant ça c'est pour le diable. Ils ont fini les restes de repas sur la table, ils ont recueilli du sang et ils sont partis. Après un tel carnage, la peur, déjà considérable, devient absolue. Les créoles vivent dans l'épouvante. Ils ne tardent pas à manifester leur colère et à demander des comptes aux autorités. Le gouverneur décide de venir en personne rassurer la population du Sud. Mais le sort des bandits ne change pas pour autant. La presse crie au scandale et dénonce l'impuissance des forces de l'ordre. On aurait pu les arrêter plus tôt. On aurait pu les arrêter plus tôt parce que le maire de Saint-Pierre est allé voir une voyante à Saint-Denis, Madame Ernestine Généreuse, qui habitait dans le bas de la rue Sainte-Marie, rue Félix Guyon. Elle a décrit très exactement au maire de Saint-Pierre où se cachait la bande, c'est-à-dire la grotte de l'Achatoire. Ils ne sont même pas allés voir. Une voyante, pensez donc. Cette chance diabolique qui semble accompagner les bandits finit tout de même par tourner. La mécanique des cambriolages tout à coup donne l'impression de s'enrayer et débouche sur une série d'échecs qui leur sera fatale. Vers la fin juillet 1909, une tentative de cambriolage avorte au domicile de M. François Ibon à Mahavel. Le 19 août, à 10 h du soir, les Apaches, comme les surnomme la presse,
sont débusqués du côté de l'étang Salé. 2 d'entre eux manquent d'être arrêtés et s'échappent en tirant sur les agents de police. Quelques jours plus tard, c'est la maison du docteur Aubry qui échappe au pillage, grâce au jeune Jules Aubry, qui se réveille et donne l'alerte in extremis. Beaucoup plus grave pour les bandits, l'un des leurs, Joseph Grondin, le vicaire de Saint-Ange, est arrêté au début du mois de septembre. Il avoue sa participation au cambriolage raté de la maison Aubry et au meurtre des Robert. Il évoque à cette occasion la présence de 5 complices créoles. Dans la nuit du 30 novembre 1909, un nouveau cambriolage raté signe définitivement l'arrêt de mort de la bande rouge. C'est en voulant piller la maison de Charles Roussel au Tampon que 4 des bandits, en l'occurrence Citaran, Fontaine, Ambiry et le jeune Firaguet, vont tomber nez à nez avec Ambroise Maillot, le gardien de la propriété. Celui-ci, armé d'un fusil, met en fuite Citaran, Firaguet et Fontaine, qui abandonnent sur place de nombreux objets. Augustin Ambiry, lui, se retrouve au sol dans un corps à corps brutal avec le courageux gardien. Il parvient néanmoins à s'échapper et à rejoindre plus tard ses complices. Mais le mal est fait. Beaucoup d'indices ont été laissés sur place par les malfaiteurs. Le sabre, la hache, le vilebrequin, tout a été récupéré par la chute. Amené au tribunal aussi comme pièce à conviction. Parmi les armes placées sous scellé lors de l'arrestation, nous est resté un sabre, conservé depuis par les descendants de l'un des magistrats du procès. Cette arme, qui a traversé le siècle, est le sabre authentique de Citaran. C'est là que la gendarmerie a eu de la chance. L'employeur d'Emmanuel Fontaine a reconnu son vilebrequin. Il l'avait prêté à Fontaine. Et c'est comme ça que toute la bande a été arrêtée d'un seul coup à l'achatoire. Toute la bande sauf un Calandrin, bien entendu. Le lundi 13 décembre 1909, le commissaire Auclair, sur les précieuses indications de l'adjudant-chef Crescent-Rivière, parvient à interpeller Citaran, au lieu dit Les 600. Calandrin, il a été arrêté peu de temps après. Il est allé dans le coin de Mahavel. Les gendarmes sont arrivés juste à temps pour éviter à Calandrin de se faire lyncher, de se faire prendre, de se faire tailler en pièces. Au 31 décembre 1909, la presse peut exulter. Toute la bande rouge est sous les verrous. Les journaux décrivent l'incarcération d'un groupe de 14 membres. On sait néanmoins que quelques innocents font partie du lot. Ces derniers ne seront relaxés que plusieurs mois après. L'instruction est allée assez vite et la population réclamait des têtes. Ils voulaient que ça tombe. Il faut mettre fin à cette psychose-là. Et très vite, finalement, on va arriver au premier procès qui aura lieu au tribunal de Saint-Pierre. L'audience s'ouvre devant la cour d'assises de Saint-Pierre, le 2 juillet 1910. Mais ce qui aurait dû constituer le procès de Saint-Ange et de ses complices va rapidement devenir celui de Citaran et de ses complices. C'est bien l'homme de main, l'engagé mozambicain, qui, dès les premiers instants de l'affaire, va cristalliser toute l'attention et bientôt toute la haine du peuple créole. La presse est plus que xénophobe. Un article concernant les Chinois, le titre « Sus aux Asiatiques ». Péri-Jeune, ces hommes qui arrivent, les Chinois qui arrivent en 1901, sont considérés comme vraiment des dangers pour la société coloniale. L'Africain, lui, il est vraiment considéré comme au dernier rang
de l'échelle de l'humanité. On est encore dans les préjugés racistes de Montforan, où l'Africain, c'est le bibi, c'est le maquois, c'est le barbare, c'est l'anthropophage. La presse s'était réellement déchaînée au long de l'enquête ayant conduit à l'arrestation des bandits. Pour elle, comme pour beaucoup d'ailleurs, c'était parmi les nouveaux arrivants de l'île, les engagés, qu'il fallait chercher les coupables. Sitaran, le seul des 11 bandits à ne pas être né sur l'île, détenait à ce titre une importance cruciale. Grâce à lui, la presse pouvait soutenir qu'elle ne s'était pas totalement trompée dans son hypothèse de départ. Le procès va durer 8 jours et passionner l'île entière. Les accusés, changeant de version continuellement, s'enfoncent peu à peu dans la nasse de leur culpabilité. Sitaran et Fontaine se rejoignent pourtant dans un mode de défense consistant à accuser l'adjudant de police Cressan-Rivière de les avoir manipulés lors des interrogatoires. Il leur aurait arraché des aveux avec de belles promesses. La lecture de ces instants du procès laisse entendre la stupéfiante naïveté de nos prévenus. Évoquant la récompense offerte par le beau-frère d'Hervé Deltel pour la découverte des assassins, Emmanuel Fontaine argumente ainsi. C'est Cressan-Rivière qui m'a dit de m'accuser de tous ces crimes. Il m'a dit que M. Roussel avait déposé une somme de 1500 francs ou 2000 francs, je ne sais pas au juste, et que cet argent serait pour moi. Sitaran fera plus ou moins le même genre de réponse. Mais il subira pour sa part la féroce caricature d'une presse déchaînée à son encontre, qui parodiera bien souvent son accent mozambicain. La peine de mort leur est promise. Sous la pression populaire, le tribunal rend une première décision sans concession. Les 8 hommes sont condamnés à mort. Travaux forcés à perpétuité pour les 2 femmes et 10 ans de travaux forcés pour le jeune Firaguet. Ils n'ont pas fait de détails. Il y a eu 8 condamnations à mort, plus diverses condamnations au bagne, etc. Là, le parquet a estimé quand même que c'était un peu beaucoup. Peut-être que les jurés, le juge, le procureur du tribunal de Saint-Pierre, tous ces gens-là sont influencés par le contexte. L'affaire est renvoyée devant le tribunal de Saint-Denis. Les accusés ont failli se faire lyncher encore, hein, parce que tous les jours, ils étaient conduits à pied de la prison de la rue Juliette Dodu jusqu'au tribunal dans la même rue. Ça fait presque 1 kilomètre. Et la foule était dense, compacte des 2 côtés, avec les insultes qui fusaient, les menaces. Il y a même eu des coups de galet. Il y avait pratiquement 2 gendarmes par accusé. Et Sitaran, lui, il insultait la foule. Bon, les 2 femmes, elles baissent quelque peu la tête. Saint-Ange également courbe l'échine. Fontaine, lui, il est totalement effondré par ce qui lui arrive. Seul Sitaran, en fait, tient tête à la foule en disant que si on le lâchait, il tuerait encore quelques-uns là parmi ces gens-là qui sont en train de l'injurier, de lui envoyer des crachats, etc. La sentence de ce second procès tombe le 13 décembre 1910. Sitaran, Fontaine et Saint-Ange sont condamnés à mort. 5 de leurs complices, Joseph Grondin, Louis Koupatakoua, Augustin Ambiri, Pierre-Noël Baraka et Vincent Aswadi, se trouvent condamnés aux travaux forcés à perpétuité. Marie-Célerine Villa, sa fille Olive Sakwati, ainsi que Louis Firaguet, tout juste âgé de 15 ans, sont acquittés. L'exécution a été prévue pour le 20 juin 1911. Donc la veille, ils ont été conduits par un train spécial à Saint-Pierre, dans le même train qui transportait la guillotine d'ailleurs. Et donc le train arrive en gare de Saint-Pierre. Pendant que les 2 condamnés
sont emmenés à l'intérieur de la prison, d'autres descendent la fameuse guillotine et l'installent devant la prison, près du cimetière de Saint-Pierre. Là, il y a déjà une foule sur la place de la prison, sur le mur du cimetière et même dans les arbres. Il y a des gens qui, pour ne rien rater du spectacle, étaient là depuis minuit. Hein. Parce que les exécutions se faisaient encore en public à l'époque et on y venait comme au spectacle. Il y en a qui amenaient leurs enfants. Il paraît que Fontaine avait peur parce qu'il était dans la cour de la prison lorsque Sitaran a été exécuté. Il aurait entendu le bruit de l'échafaud. Tout cela l'a intrigué. Lorsqu'on l'a amené dehors, il paraît qu'il tremblait, qu'il avait peur. Il tremblait. Il paraît qu'il fallait le pousser, lui donner la main pour lui faire monter les degrés de l'échafaud. Et là, il bouge tellement que, en fait, la lame tombe, mais ne coupe pas nettement son cou. Ce qui fait que les aides du bourreau, le bourreau lui-même, il doit intervenir pour achever la décapitation. Mais qu'est devenu Saint-Ange ? Le plus incroyable rebondissement de cette affaire est sans doute intervenu 2 jours auparavant, le 18 juin 1911. Ce jour-là, une nouvelle sidérante parvient au gouverneur de l'île par le biais du navire l'Oxus. Il s'agit d'une missive émanant du ministère des Colonies. C'est une grâce présidentielle qui commue la peine de mort du sorcier en travaux forcés à perpétuité. Pour Saint-Ange, cela relève tout simplement du miracle. La presse, se faisant l'écho de la population, évoque dès lors une satisfaction incomplète, un sentiment d'inachevé. Le grand responsable de toute cette affaire, c'était Calandrin. C'était lui, le chef de la bande. C'est Sitaran qui portait les coups de mortels. Mais il n'aurait pas tué si Calandrin ne lui avait pas demandé. Et c'est Calandrin qui lui indiquait où frapper. Donc, le grand responsable, c'est Calandrin. Eh bien, personne n'y a rien compris. La grâce présidentielle a été demandée par les avocats et il y a eu un seul gracier, Calandrin. Saint-Ange, lui, par la suite, il a été envoyé au bagne à Cayenne. C'était vraiment un lieu des plus horribles. Hein. On n'y vivait pas plus que 3 ans. Et Poitan, chose là aussi extraordinaire, Saint-Ange, si je puis dire, mourra de sa belle mort à la prison de Cayenne 27 ans après. C'est là que le culte de Sitaran commence très rapidement. Parce qu'il y avait tout cet aspect de mystère, là, la poudre jaune, les gens qui n'entendaient rien, puis les crimes, l'invocation du diable, les services magie noire. On a cru que Sitaran était mort après la décapitation. Et là, finalement, on s'est aperçu que tuer Sitaran, le condamner à mort, c'était en fait le ressusciter beaucoup plus vite, premièrement, et deuxièmement, lui donner encore une importance qu'il n'avait pas de son vivant. Sitaran, c'est un bon Dieu. Mais bon Dieu au sens créole du terme. On sait quoi un bon Dieu? Ben, c'est comme un saint. C'est comme un moon que la vivent dessus la terre, que les morts et que les sacralisés. Que ce soit dans la religion tamoule, religion chrétienne et les animistes, ben, il y a beaucoup de personnes qui vont sur sa tombe. Ben, tout le monde il s'en va là-bas, même des jeunes ils s'en vont là-bas, ils s'en cherchent. Hein. Il y a beaucoup de monde, ils s'en vont là-bas.
Ben pour les autres, il est plus qu'un bon Dieu. Si Sitaran est devenu une espèce de saint qui accorde des grâces, c'est parce que tout simplement, le jour où il allait être exécuté, juste avant donc son exécution, il a demandé à être baptisé. Il n'aurait pu être qu'un criminel, jugé, condamné, décapité. Sauf que ce criminel, il vient d'être baptisé avant d'être décapité. Du coup, il change de statut. Ce qui veut dire que quand finalement Sitaran est mort, ben, il est mort sans aucun péché. Il y a des gens qui viennent, ils brûlent son morceau et puis ils prient. Si tu acceptes, je viens te remercier. Que ce soit un bougie, que ce soit un bouquet de fleurs, que ce soit un morceau de camp. Si cela s'arrêtait à ça, bon, il y aurait eu rien de très mauvais, de très grave. Mais très souvent, certaines personnes viennent là pour également demander à Sitaran de leur accorder des choses qu'on peut qualifier de mauvaises. Sitaran, le bandit mozambicain, nous aura laissé un siècle d'énigmes sans réponse. Son histoire restera gravée comme celle d'un assassin africain devenu, en terre créole, à la fois l'incarnation d'un démon et celle d'un saint. Cet homme, durant son procès, fit également l'objet d'un travestissement des rôles qui lui conféra le statut de meneur, de chef de la bande, alors même qu'il n'y tenait qu'un rôle secondaire. En resituant l'origine du mal sur un étranger, ce mécanisme contribua à exaucer Saint-Ange et à travers lui, l'île tout entière de leur responsabilité. Beaucoup d'interprétations découlent ainsi de l'opposition raciale et originelle existant entre les deux bandits. Ces idées se fondent notamment autour d'un certain sentiment d'injustice. Saint-Ange, le créole, l'homme blanc, a pu échapper à la guillotine, qui aura pourtant implacablement frappé l'Africain, l'homme noir, qui était Sitaran. Tout ce raisonnement se tient. Du moins, tant que l'on est sûr d'une chose, la couleur de peau de Saint-Ange. Les romans réunionnais, comme les bandes dessinées consacrées à l'affaire, sont parvenus à nous en convaincre. Saint-Ange était blanc, du moins d'un métissage tirant vers le blanc. C'est la perception actuelle que nous avons de lui. Mais le fait est qu'au terme de notre longue enquête, nous avons pu mettre à jour des documents d'archives qui viennent bouleverser cette vision établie des choses. Il s'agit d'éléments nouveaux et concordants qui laissent entendre l'incroyable méprise qui semble être la nôtre depuis tant d'années. Ces pages anciennes de registres de prison et de journaux d'époque nous exposent, pour la première fois sans doute, des détails précis concernant l'aspect physique du sorcier. Elles en viennent, par là même, à rétablir sous nos yeux une vérité déroutante. Saint-Ange était noir. Il avait la peau noire d'un cafre, tout comme Sitaran. Notre regard, focalisé par l'image magnétique du Mozambicain Sitaran, aura donc totalement perdu de vue en à peine un siècle celle de Pierre-Élie Calandrin, dit Saint-Ange, à tel point que nous l'avons progressivement réinventé. De telles distorsions idéologiques nous apprennent finalement davantage sur nous-mêmes, sur ce que nous sommes, et sur la façon dont nous pouvons parfois déconstruire les figures de notre passé, afin de forger nos propres vérités d'aujourd'hui.